Je vous souhaite une cordiale bienvenue à cet exposé sur les mégaforbiers pour les systèmes de végétation à humidité fluctuante pour la gestion des eaux pluviales, à l'exemple de la Turbinenplatz à Zurich. C'est ici que nous avons pu procéder à un monitorage pendant 5 ans grâce à la ville de Zurich et où nous avons effectué des mesures de résultats au bout de 7 ans concernant ces mégaforbiers et le système de gestion des eaux pluviales. La Turbinenplatz a été aménagée en 2003 dans la région Zurich-Ouest, dans cette nouvelle zone de construction où au début il n'y avait que très peu de zones végétalisées. La Turbinenplatz est l'une des places urbaines les plus importantes de la ville de Zurich, avec beaucoup d'utilisation des espaces disponibles et une place qui est donc fortement fréquentée. Côté ouest, on le voit ici sur l'image, les surfaces E ont été renouvelées en 2014 par nos soins. C'est donc ici que ce système de gestion des eaux pluviales a été mis en place. Les surfaces ont été renouvelées dans le sens où auparavant elles étaient complètement végétalisées avec des graminées et lors de notre restauration, nous les avons végétalisées avec des plantes herbacées et fleurissantes. Lançons-nous maintenant dans le vif du sujet. La situation de départ de la restauration 2013-2014 était la suivante. Ces surfaces étaient donc recouvertes de graminées. Ces graminées basculaient fréquemment. Il y avait beaucoup de queues de chat et de prêles. On le voit ici sur l'image de gauche. Ces plantes ne sont pas suffisamment stables pour assurer une bonne gestion des eaux pluviales. Les structures stables sont en effet la condition essentielle pour que les plantes puissent évaporer et que l'épuration des eaux puisse avoir lieu. Vous voyez aussi que nous n'avons pas toujours complètement remplacé toutes les surfaces. Concernant le substrat pour ce remplacement, nous avons remplacé la couche de compactage, donc ici cet horizon à une profondeur de 30 cm, qui était donc compacté. Nous l'avons complètement remplacé car à ce niveau, les queues de chat s'étaient enracinées. Les queues de chat, c'est toujours un bon indicateur, une plante indicatrice qui montre des enracinements compactés qui empêchent l'eau de se diffuser ou de s'écouler vers le bas, ce qui est évidemment une condition préalable pour un bassin d'infiltration pluviale, que l'eau puisse s'infiltrer. En principe, au bout de 24 heures, l'eau doit être soit évaporée, soit drainée pour permettre la prochaine rétention d'eau. Donc ici, les 20 cm de rétention sont atteints, l'infiltration est atteinte et nous avons développé le substrat pour obtenir une part structurelle plus élevée. Et nous avons aussi, selon les possibilités, ajouté une couche de paillis sandwich que l'on peut traverser par la suite à pied, pour l'entretien par exemple. Ce principe est également expliqué dans le manuel Mélange des plantes vivaces. Voici donc le mélange que nous avons utilisé. Nous avons utilisé à ce moment-là de la terre végétale et nous y avons mélangé 30% de schiste expansé pour obtenir un substrat à porosité ouverte qui absorbe facilement l'eau et qui dispose de nutriments en suffisance. Cette composition correspond donc à une terre végétale ou à un humus. On pourrait aussi, comme on le voit sur l'image du bas, utiliser un mélange avec de la terre végétale et 40 ou 50% de schiste expansé ou du gravier.
Nous avons alors procédé aux plantations en octobre 2013. On le voit ici à droite sur l'image, la zone sud qui a été complètement plantée sur des gros compartiments et d'autres zones qui ont été partiellement plantées par segments avec des plantes vivaces moins sujettes au basculement. Au total, nous avons planté environ 150 mètres carrés. Que doivent donc faire ces plantes et comment procéder au bon choix des plantes pour assurer une bonne gestion des eaux pluviales, pour obtenir une bonne stabilité? Ou autrement dit, à quoi ressemblent les systèmes de végétation à humidité fluctuante? Les plantes doivent bien fonctionner en cas de forte humidité ou de sécheresse, ce que nous avons rencontré ici sur plusieurs années. Ni la sécheresse ni l'humidité nuisent aux plantes. Dans notre choix des plantes, nous avons donné la priorité aux plantes régionales, voire locales. Nous avons également pris en compte le contexte européen pour savoir ce qui est utilisé au-delà de nos frontières, notamment au lac de Neusiedl ou au lac de Constance. D'autres espèces fonctionnelles ont été ajoutées par la suite, qui se caractérisent par une floraison à la fin de l'été ou en automne et qui permettent donc une bonne stabilité structurelle des plantes tout en optimisant l'entretien des plantes. Il n'y a donc pas de basculement. En effet, celles-ci ne basculent pas ou alors, si elles basculent, elles peuvent s'appuyer sur d'autres plantes. Une question fréquemment posée concerne la gestion de néophytes invasifs dans un système de végétation à humidité fluctuante. Le solidago, par exemple, peut être un problème, mais si le système est bien équilibré, on rencontre moins souvent ce genre de problème. La fonction maintenant de ces systèmes est évidemment de fournir des services écosystémiques et de les optimiser. Dégradation et retenue de polluants ou de contaminants comme par exemple l'azote ou les microplastiques et d'autres. Évidemment, ils doivent aussi assurer l'infiltration. Donc, par jour, c'est 20 centimètres d'eau retenue qui doivent pouvoir s'infiltrer. La rétention d'eau et l'évaporation doivent également être garanties. L'évaporation peut uniquement être garantie si les plantes ne basculent pas. Et bien évidemment, d'un point de vue esthétique, ces systèmes doivent plaire, ceci afin de garantir que ces surfaces végétalisées jouissent d'une large acceptation par la population et que les gens ne marchent pas dessus. Ceci est particulièrement important pour les sols humides. Ils ne doivent pas se compacter lorsque quelqu'un marche dessus, même si, bien évidemment, nous avons prévu des couches de gravier ou de copeaux au cas où cela devrait se produire. Le choix des plantes est donc très important. Il convient d'utiliser un grand nombre de plantes et arbustes indigènes qui bourgeonnent tôt dans l'année. On le voit ici représenté sur ce tableau. Certaines plantes bourgeonnent déjà au mois de mars et avril, alors que les arbustes à bourgeonnement tardif commenceront à bourgeonner seulement au mois de mai. On voit ici à l'écran comment ces barres en vert clair ici se décalent. Cette liste contient donc plus de 30 espèces de plantes. On le voit ici, plus précisément, au total 27 espèces de plantes herbacées, comme c'était initialement prévu. Nous avons complété ces plantes herbacées par des iris blancs, bleus et jaunes. Ces espèces bourgeonnent tôt et confèrent ainsi une bonne stabilité grâce à leurs tiges. Et ceci, même en hiver. Alors que les herbacées peuvent parfois déjà menacer de basculer, à l'exemple de nos champs de céréales. Les arbustes verticaux, ici, qui maintiennent parfaitement bien l'ordre dans ce système.
À gauche, par exemple, on voit la guimauve officinale du lac de Neusiedl. Ces plantes sont parfaitement bien adaptées à ce genre de système. Ensuite, on a les plantes bouche-trous pour combler les trous dans la végétation. Nous avons utilisé ici une grande diversité de sanguisorbes qui s'y prêtent très bien grâce à leurs tiges. Les plantes éphémères se caractérisent par un enracinement rapide dans le sol et garantissent ainsi un bon maintien du sol, voire une amélioration du sol. Voici maintenant quelques images des premières années. Ici, en avril 2014, une plantation légère à couverture faible du sol. Le système devait évidemment d'abord se mettre en place. Et ici, la troisième année, en juin 2015, on voit déjà les surfaces sont couvertes à 100%. Puis en 2016, sur l'image de droite, en été, les roses trémières et le lys du jour. Donc, de très bons résultats. Voici un aperçu global des grands systèmes partiellement complétés. On voit très bien ici où nous avons ajouté des espèces herbacées, par exemple les astères ou des plus grands compartiments herbacés issus de la première végétation. Et voici encore quelques images à la fin de la saison 2019-2020. On voit bien ici que les graminées commencent à basculer, tout comme les iris, alors que les gros astères étoilés restent debout. Ils restent debout même après le rabattage du printemps. Au moment où les plantes à floraison printanière, les lys de prairie en bleu, clair et blanc, les nivéoles du printemps ainsi que les euphorbes commencent déjà à fleurir. Concernant l'entretien à la turbine plate, il s'agit évidemment d'un entretien varié. Lors du rabattage, on peut laisser les éléments stables qui feront office d'accumulateurs de chaleur. Notamment lors d'un printemps humide, il est important que le système puisse se réchauffer et que l'eau puisse ensuite s'évaporer. Sur l'image de droite, on voit que le patoir à feuilles de chanvre commence à germer. C'est ce gros nuage en rose ici sur l'image de droite. Ce n'est pas forcément problématique. On peut tolérer cela si l'on sait comment entretenir ces plantes correctement. Lors du monitorage, dans la vérification, nous avons tout de même constaté que certaines espèces en rouge ici ont fait spontanément leur apparition dans le système. Il s'agit pour certaines d'espèces pénibles comme le liseron des haies. Néanmoins, ce sont dans la plupart des cas des espèces éphémères. Plus de 50% des individus se sont maintenus dans ce système. Ce chiffre peut être contestable car les plantes vivaces, on le voit ici, sont extrêmement envahies. Les graminées ont à certains endroits repris leur dominance. D'autres espèces ont disparu, ont été remplacées ou envahies. Toutefois, nous avons toujours obtenu une couverture à 100%. La disparition totale, ici en bleu, concerne les trois espèces éphémères. Le Lychnis floscuculi, la scabieuse jaune et la succise des prés. C'était prévisible, mais on ne s'attendait pas à ce que cela arrive déjà au bout d'un an ou deux. De nombreuses plantes au hasard et d'autres espèces spontanées sont des plantes à enracinement profond. Souvent, nous n'en sommes pas vraiment conscients. Nous avons tendance à penser que certaines plantes vivaces et plantes compagnes ne s'enracinent pas profondément. On voit ici sur l'image de droite, issue de l'Atlas des systèmes racinaires des plantes cultivées, une espèce de trèfle qui a fait son apparition, l'Athyrus partensis. La geste est près qui peut s'enraciner à des profondeurs dépassant les 1,20 m et qui peut ainsi diffuser des résidus indésirables dans le sol. Les plantes survenues au hasard ou que nous avons parfois plantées de manière ponctuelle, à un ou deux exemplaires, sont la grande marguerite d'automne en blanc tout à gauche, la véronique, la lysimaque commune et le patoire à feuilles de chanvre, qui ont donc fait leur apparition spontanée, comme déjà évoqué tout à l'heure. Si l'on souhaite éviter leur ensemencement, on peut procéder à la taille avant floraison pour retarder leur floraison.
Ainsi, elles commenceront à fleurir plus tard dans l'année, en septembre ou en octobre, alors que d'autres espèces se fanent déjà. L'exécution des fonctions dans un système végétatif à humidité fluctuante. Voici donc quelques perspectives en matière d'entretien de la végétation. Nous devrions prévoir davantage de topographie. Observer le comportement des cours d'eau en cas de sécheresse, comment retenir l'eau de manière adéquate. À l'heure actuelle, nous avons tendance à mettre en place des systèmes de gestion des eaux pluviales plats, sans topographie, sans pente. Ne faudrait-il donc pas mettre en place des zones qui restent humides plus longtemps pour obtenir des systèmes résilients? En parlant des pentes dans les surfaces de végétation, il faut les inclure dans la planification du système. Les sols, respectivement les substrats que nous mettons en place en différentes couches dans ce système, devraient être grattés en surface après la mise en place des couches. Donc, ces couches ne doivent pas être complètement compactées dès le début. Il faut utiliser des substrats structurés, nous venons de le voir, en utilisant des graviers ou des éclats pour conférer cette structure. Tout comme les racines structurées pour garantir une bonne stabilité. L'épaisseur du substrat dans le sol devrait également varier, parfois 20 à 25 cm et parfois un peu moins, pour permettre l'écoulement latéral de l'eau en cas de compactage. Les couches de gravier sont essentielles pour le drainage et la conduite d'air en profondeur, tout comme pour les plantations d'arbres en ville. C'est d'ailleurs un principe déjà utilisé en arboriculture. Ces couches sont nécessaires pour toutes les surfaces de végétation et permettent ainsi une bonne gestion des eaux pluviales. Tout- Tous les autres aménagements autour de ces systèmes doivent communiquer. Cela signifie que l'eau doit pouvoir se diffuser en profondeur, mais aussi latéralement. Ce n'était pas vraiment possible ici à la Turbinenplatz en raison des différentes restrictions et des constructions en béton. Pour les planificateurs, il est donc essentiel de connaître les plantes et leurs interactions. Il faut se baser sur les valeurs indicatrices des plantes. Quel est le degré d'humidité, de salinité, d'humus, etc. Et comme nous le constatons à l'exemple de la Turbinenplatz, les mégaphorbiées sont très résistantes au stress. Elles vieillissent bien, elles sont donc résilientes, terme plus moderne utilisé ces derniers temps. De plus, elles s'intègrent parfaitement dans un système. Voici encore quelques images des 2 dernières années. On voit ici comment ce nuage de plantes se crée. On voit cette belle opulence de possibles polluants ou contaminants se situent en haut dans la biomasse qui sont dégradés à la fin de la période de végétation. Voilà, je vous remercie de votre attention et en cas de question, n'hésitez pas à me contacter par email. Je me tiens évidemment à votre disposition. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire du mois de novembre sur l'entretien des infrastructures bleues et vertes. J'aimerais introduire la discussion de la table ronde avec quelques chiffres. J'ai essayé de trouver des chiffres suisses. Je dois avouer qu'on n'en a pas encore beaucoup, mais il y a entre autres une étude du CRE, c'est l'association en France, de 2018 qui a fait une comparaison entre, on va dire, la gestion classique par réseau souterrain et une gestion en surface des eaux pluviales par des infrastructures bleues et vertes. Ils ont comparé 3 scénarios. Vous voyez sur mon écran à gauche le scénario 1, c'est le scénario classique, donc avec un réseau souterrain avec des tuyaux eau pluviale qui va se rejeter dans un bassin d'infiltration que vous voyez en bleu sur le scénario 1. Un scénario 1 bis où on garde le système tel qu'il est et on rajoute quand même des espaces verts par-dessus. C'est donc ces lignes vertes que vous voyez dans le scénario 1 bis. Et puis un scénario 2 pour lequel, par contre, on change complètement de système et à la place d'avoir des réseaux souterrains, on gère les eaux par des nous en surface. Qui sont en même temps donc un élément de gestion des eaux, mais aussi une surface verte. Vous trouvez le lien vers la publication complète en bas sur la slide.
Ils ont par la suite fait quelques hypothèses concernant l'entretien de ces infrastructures. Donc, pour le réseau classique, ils partaient de l'idée qu'ils allaient faire une fois par année un nettoyage des grilles d'avaloir et un curage des collecteurs. Et puis, par contre, pour les espaces verts et l'infiltration, c'était tout l'entretien courant des noues et des espaces verts, la propreté, donc ramassage déchets, etc. Euh, une visite de contrôle de la noue pour vérifier son fonctionnement, une réfection partielle suite à d'éventuels accidents et autres. Et si on compare ces chiffres, finalement, dans le graphique que vous voyez à gauche, on voit que si on compare surtout le scénario 1, donc le système classique avec un petit espace vert et le réseau souterrain, avec le scénario S2 qui est celui avec les nous, on voit clairement que les coûts d'investissement sont massivement plus bas pour la variante 2, parce que c'est quand même des éléments qui, du point de vue investissement, coûtent assez peu comparé à un réseau souterrain. Par contre, l'entretien, donc la partie orange que vous voyez dans la barre, elle est pas mal plus élevée pour la partie gestion en surface de ces eaux pluviales. Ce que vous voyez à droite, c'est une autre étude. C'est un feedback qui a été amené l'année passée à Novatech et qui a mis ensemble des chiffres de différents pays, entre autres le Canada, la France et l'Australie, sur différentes infrastructures bleu-verte. Donc, d'un côté, tous les éléments de biorétention, de noues, d'infiltration, des éléments de pavage perméable, donc de surface perméable, et aussi pour les toitures vertes. Et on voit très bien quand on compare ces coûts que, surtout pour la question de la biorétention ou des noues ou bassins d'infiltration, ça peut varier quand même d'un facteur 5 euh, entre le type qu'on a. Voilà ceci comme introduction. Je vais arrêter mon partage d'écran pour que je puisse vous voir. J'ai regardé dans le sondage et puis je vois que la majorité des gens, effectivement, l'avis qu'on entend souvent, que l'entretien, il est trop cher, qu'il manque du personnel, aussi les changements, c'est quand même un problème. Euh, et qu'il n'est pas forcément réfléchi ou pensé dès le début. Je vais encore ouvrir pour voir les deux réponses détaillées. Et par contre, j'en profite pour commencer à présenter Monsieur Détra. Mathieu Détra, il est garde forestier et chef d'unité des forêts à la ville de Lausanne. Donc, il vient un peu d'un domaine qui n'est pas forcément celui des infrastructures bleues et vertes à l'interne de la ville. Il a fait un CFC de forestier bûcheron avec une maturité professionnelle. Il a par la suite travaillé comme ouvrier forestier et il a fait l'école supérieure forestière à Lys. Et avant d'entrer en fonction à Lausanne en 2021, il était en charge du triage forestier de Moudon. Donc, bonjour, Monsieur Détra. Merci de vous être mis à disposition et d'être là. Euh, le choix, il peut peut-être paraître pas très logique, voilà, de prendre quelqu'un qui vient plutôt du domaine forêt, mais on s'est dit que ce serait quand même intéressant d'avoir une discussion avec quelqu'un qui a peut-être aussi une vision un peu différente. On parle souvent de ces infrastructures bleues et vertes comme des solutions basées sur la nature. Et donc, on change quand même pas mal du type de nature qu'on va mettre dans nos espaces urbains comparé à ce qu'on a actuellement. Et que donc, c'est peut-être pas faux d'aller voir ce qui se fait en dehors du milieu urbain, dans les forêts et dans les ruisseaux. Et c'est bien que la ville de Lausanne est là, les deux. Donc, ça permet de donner voilà, un peu une vision. Voilà, ceci
pour débuter, euh, comme on a vu avec la petite introduction que j'ai faite, les coûts d'entretien, ils sont quand même très, très variables. Et donc, les a priori que beaucoup de gens et surtout d'investisseurs ont ne sont pas complètement faux. Et je me posais un peu la question, quels sont selon vous les facteurs qui influencent majeurement ces coûts d'entretien? Alors bonjour à tout le monde. Euh, Il y a un facteur prépondérant sur les coûts, c'est simplement leur régularité. Il faut vraiment voir toute infrastructure exactement de la même manière qu'on gérerait sa maison. Je construis une maison neuve. euh, Si j'investis rien pendant 20 ans et que je fais rien, après 20 ans, je peux changer beaucoup de choses dans ma maison. Elle sera de nouveau neuve, mais je l'aurais payé 2 fois en 20 ans. Alors que si je réinvestis des petites sommes régulièrement aux beaux endroits, au beau moment, je réduis finalement ma charge à long terme. Alors c'est clair que ça fait des sorties d'argent annuelles régulières, donc ça se voit dans les comptes. Et que si on fait rien, ça se voit pas tout de suite dans les comptes. Mais finalement, mon infrastructure, elle va durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Et dans le cas d'une infrastructure verte, c'est-à-dire qui fonctionne avec le vivant, eh ben, ça coûte beaucoup moins cher de ne pas laisser mourir quelque chose de vivant. Enfin, quand j'entends laisser mourir, c'est-à-dire de faire vivre, il faut permettre à une nouvelle infrastructure, une infrastructure verte, de vivre en fait le plus longtemps possible et pas de devoir tout d'un coup recommencer et repartir à zéro. Tout à fait. Et puis, une réflexion que je me suis posée en préparant cette question, c'était aussi, vous avez dit tout à l'heure, une maison, voilà, on l'a construit une fois et puis idéalement, on la reconstruit pas complètement après 20 ans, mais on a fait de l'entretien, donc on fait peut-être des petites adaptations. Et donc, cette maison, elle peut durer idéalement même plusieurs centaines d'années, si on pense vraiment aux vieilles maisons. Euh, et c'est une question que je me suis posée en regardant les réseaux qu'on a actuellement. Je pense que on fait de l'entretien, mais finalement, ils ont quand même une durée de vie assez limitée. On parle normalement d'une durée de vie moyenne de 60 ans pour une conduite souterraine. Je pense que les ouvrages verts peuvent bien durer plus que 60 ans si on fait un entretien. Donc, on va pas devoir les remplacer complètement. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Tout à fait. Après, il faut faire attention parce que il y a quand même cette idée, ce mouvement de, on va dire, de high-tech verte, c'est-à-dire de faire du techno-solutionnisme, mais avec du naturel. Et puis, on fait jamais aussi bien que les processus naturels et qu'une chose non modifiée. Donc, finalement, le meilleur moyen d'infiltrer de l'eau dans un sol, c'est pas le béton poreux. Enfin, c'est pas de béton. Enfin, donc, il faut vraiment faire attention, je pense, à ne pas vouloir artificialiser avec une étiquette verte. Je pense que la Tout à fait. réflexion, elle doit plutôt maintenant se faire. Est-ce que je dois construire une infrastructure avec de la technologie ou est-ce que je peux faire avec des moyens naturels à disposition? Et on est exactement comme dans la séquestration carbone. Est-ce que je fais des usines de séquestration carbone ou est-ce que j'arrête d'émettre? Et puis je Mhm. fais avec ce que nous donne la nature. Parce qu'on n'a jamais fait de meilleurs panneaux photovoltaïques que la photosynthèse. Tout à fait. C'est une réflexion intéressante. Euh, et si on reste là-dessus, vous aviez dit clairement, voilà, le but, ça serait qu'on essaye de faire avec ce qu'on a dans la nature. J'aimerais vraiment aussi parler des infrastructures
bleues et vertes et pas seulement des infrastructures bleues. Pour moi, un béton poreux, finalement, c'est peut-être une infrastructure bleue ou même grise parce il y a pas de vert. Donc, j'aimerais quand même rester sur les éléments qui ont du Mm, vert mm, en allant, on va dire, du très proche au naturel comme une noue à quelque chose qui est beaucoup plus technique comme un arbre de pluie ou une fosse impluvium selon les mm, terminologies mm, qu'on veut utiliser mm. en, en Suisse. Euh, une question que je me posais, c'était, vous avez dit dans le milieu urbain, dans la préparation, vous avez dit, vous faites une différence entre ce qui est une gestion active et une Oui. gestion passive de ces milieux. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est la différence ou quel est aussi peut-être le but de ces différents types de gestion? Alors, en termes de forêt, en fait, on a l'optique de faire en sorte de respecter le plus possible les cycles naturels, c'est-à-dire de se baser en fait sur simplement l'évolution naturelle de la forêt pour, en gros, moi je caricature toujours, si demain l'humain arrête d'exploiter la forêt en Suisse, la forêt elle va continuer à fonctionner, contrairement peut-être avec des perturbations mineures, contrairement à justement si j'arrête de faire de l'agriculture. Mon champ, pour qu'il redevienne un espace naturel, ça prendra beaucoup plus de temps que la forêt. Et puis si je prends une ville, bah, on n'en parle même pas. Ça va être un cycle totalement différent. Donc, par contre, on a besoin de la nature, on a besoin de la forêt pour répondre à nos besoins humains. Donc, si j'effectue une gestion active, je vais travailler la forêt, donc orienter la forêt de manière à ce qu'elle réponde le plus possible à mes besoins à un instant. Les besoins de la société en 2020, ce n'est pas les mêmes que les besoins de la société en 1920. Donc, la forêt d'il y a 100 ans, on la travaille différemment que la forêt de maintenant. Donc, c'est vraiment de l'interventionnisme. C'est moi, humain, qui vais en forêt et qui vais orienter le peuplement forestier, la nature, pour en tirer un maximum de bénéfices. Après, on peut dépasser le système et puis ça va pas. Ou maintenant, on essaye de rester justement dans les limites du système à la manière d'un fil à plomb. Si je prends mon fil à plomb et que je tire jusqu'à dépasser les limites de mon système, quand je lâche, j'ai énormément d'énergie de pendule et puis le pendule, je le prends dans le visage. Donc maintenant, on essaye de jouer pour que quand on lâche, le pendule bouge le moins possible. Un peu pour imaginer ce curseur. Mhm. Une gestion passive, c'est je décide de ne plus rien faire en forêt, donc c'est une réserve forestière. C'est pareil, je mets un endroit sous cloche. Mais ça reste de la gestion. C'est pas parce que je ne fais rien que c'est pas de la gestion, parce que c'est moi, humain, qui ai décidé de ne pas intervenir. Donc on parle quand même de gestion. C'est un objectif. Tout à Donc fait. pour répondre à une autre attente de la société actuelle, qui est la préservation de la biodiversité des espaces naturels. Mais c'est aussi un objectif et une attente sociétale. Voilà. Ben, je trouve que intéressant ce que vous dites avec, avec la pendule. Et puis, j'essaye de, je vais essayer de traduire ça sur les Mm, éléments bleus et verts qu'on a dans, dans les espaces urbains. Je pense que là, il faut encore, pour l'instant, on n'est pas encore très sûr quel type de gestion on veut mm, faire. On est très fortement dans la gestion active parce qu'on mm, dit, ben, il y a premièrement si on parle vraiment d'ouvrages bleus et verts, donc une gestion des eaux, il faut on assure que cette gestion de l'eau, elle fonctionne à long terme et qu'on n'ait pas des problèmes par la suite. Euh, mais pour le reste, c'est encore un peu une question, quelles sont les eaux traitantes? Et ça change quand même énormément. Est-ce qu'on est dans on va dire, dans un parc euh, qui est vraiment utilisé par la population
et donc c'est une surface multifonctionnelle avec pas mal de besoins sociétaux, on va dire, ou est-ce que c'est, on va dire, la noue d'infiltration dans une propriété privée ou le long d'une route où finalement il n'y a pas forcément un, oui, un autre type de besoins sociétaux ou peut-être plutôt un besoin de la nature et donc où on pourrait prévoir aussi une gestion beaucoup plus passive avec une réévaluation des objectifs après un certain nombre d'années. Mais j'aimerais, vu qu'on parle, on a parlé de parcs et de surfaces multifonctionnelles, j'ai vu qu'il y a Nicolas Monnier euh, qui est là, qui est le responsable des parcs et cimetières avec vous aussi à la ville de Lausanne. Donc j'aimerais le prier de participer aussi en ouvrant son micro et sa caméra pour qu'on puisse en discuter à trois. Ah, bonjour. Bonjour monsieur, voilà, super que ça marche. Ouais, je pense que ça fonctionne. Je sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on va essayer de parler assez lentement, vu qu'on a une traduction simultanée, pour que ça puisse fonctionner. Et puis, je suis en train de regarder chez les participants s'il y a des participants entre vous qui aimeraient participer activement aussi à la discussion. Faites-moi un signe pour que vous puissiez, que je puisse vous donner euh, le micro pour que vous puissiez poser directement une question. Euh, ou si vous n'êtes pas aussi courageux de prendre la parole directement par micro, vous avez la possibilité d'écrire vos questions directement dans la foire aux questions que vous trouvez en bas dans la barre. Dans la barre. Voilà. Donc, bien bon, est-ce que, Monsieur Monnier, vous voulez juste vous présenter un peu plus en détail vous-même pour que les participants sachent à qui ils ont affaire? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Je suis Nicolas Monnier. J'ai commencé ma formation par un CFC d'horticulteur paysagiste. J'ai continué par une formation supérieure technique. Après, dans mes postes précédents, j'étais gestionnaire, enfin, technicien de chantier. Donc, j'ai mis en place je gérais les chantiers de grande ampleur. J'ai mis notamment des quartiers. Donc, j'ai participé à l'élaboration de beaucoup de noues. Donc, la gestion des eaux, je l'ai mise en pratique. Et actuellement, je suis à la ville de Lausanne et je suis en charge des entretiens de l'ensemble des parcs et promenades de la ville. Merci beaucoup. Donc, pour commencer avec vous, et puis revenir sur la question un peu de comment changer peut-être la pratique de l'entretien en ville avec ces éléments bleus et verts, euh, est-ce que vous pouvez peut-être nous faire comme un petit retour d'expérience? Quels sont, selon vous, les aspects prioritaires dans l'entretien de ces infrastructures et qu'est-ce que vous avez vu dans votre pratique, on va dire, avant de venir à la ville de Lausanne? Vous avez dit que vous avez fait aussi des nous. Euh, Quelles sont vos expériences par rapport à qu'est-ce qui a bien marché ou quelles sont peut-être les choses qui n'ont pas si bien marché ou qui ont été un peu négligées, surtout après la mise en place. Parce que souvent, c'est quelqu'un qui fait une mise en place et c'est pas forcément la même entreprise qui est mandatée pour faire l'entretien par la suite. Alors, tout à fait. Alors, dans une part, dans la mise en place, il y a déjà il y a la mise en fonction des nous, qui est quand même assez essentielle. Donc, enfin, ça dépend un petit peu des systèmes de gestion des eaux qu'il y a après. Donc, s'il y a une mise en place, enfin, si les eaux sont redirigées vers le réseau ou si elles sont simplement infiltrées. Bon, généralement, il y a quand même un exutoire. Donc là, il y a toujours un entretien bien spécifique à la mise en place de la végétation autour des exutoires qui doit être faite.
pas négliger juste l'installation, le semis, et puis après, ben, on attend de voir un petit peu la végétation. Donc là, il y a quand même un suivi à faire pour que la mise en place se fasse bien. Et puis après, ben, il y a toujours la gestion des fauches, etc., qui rentre en matière par rapport à l'entretien. Donc les fauches, tous les déchets, il faut bien qu'ils soient évacués pour pas qu'on ait des problèmes aussi au niveau des évacuations. Après, en proprement dit, il y a tout ce qui est gestion des ligneux. Donc, les ligneux, ben, ils prennent vite du volume. Euh, Généralement, ils ont quand même pas mal d'eau à disposition. Donc, ils prennent de volume. Donc, faut un petit peu soit les maintenir ou soit en tout cas les laisser aller si on les laisser aller tout en quand même en ayant un contrôle sur les bois morts pour pas que ça crée de soucis au niveau des entretiens. Merci pour ce petit retour. Euh, et puis, comme vous avez dit, vous êtes maintenant responsable de l'entretien pour les espaces en partie urbaine de la ville de Lausanne. Donc, c'est un peu l'autre partie comparée à ce que fait Monsieur Détra. Et si j'ai bien compris, vous avez quand même pas mal changé d'un côté aussi le choix des plantations à l'interne de la ville de Lausanne, surtout pour tout ce qui est les parterres de fleurs. J'ai vu par exemple au casino de Montbenon que voilà, il n'y avait plus vraiment les fleurs classiques qu'il faut replanter chaque année, mais plutôt Mhm. des billes ou même pluriannuelles, des vivaces, etc. Mhm. Euh, Est-ce que euh, ou quelle est peut-être votre expérience qui en a dû convaincre de ce changement? Parce que quand même, c'est peut-être comme le premier pas pour aller Mhm. après encore vers des infrastructures qui gèrent l'eau en plus, parce que c'est pas Mhm. forcément là où on va planter des fleurs annuelles dans l'anneau. Euh, et quelle est peut-être aussi l'influence de ce changement sur le travail et aussi sur la composition des équipes d'entretien? Est-ce qu'il y a eu un changement et de quel type? Alors, si je peux revenir sur de manière générale. Donc, au niveau des entretiens, donc maintenant, on priorise quand même beaucoup les zones, les zones d'infiltration. Donc, dégrapper les zones d'enrobés et puis prioriser les zones d'infiltration. Donc, ça, il y a déjà une part d'entretien qui est différent par rapport à ce qu'on faisait auparavant. Donc, les zones en gravier, on les laisse en gravier, donc c'est-à-dire que la végétation, elle pousse spontanément, sauf pour les zones de passage. Là, on a simplement un passage de débroussailleuse pour limiter la hauteur des plantes. Mhm. Pour, euh, pour tout ce qui est plantation, donc plantation, on a converti l'ensemble de la ville, donc je parle de l'ensemble de la ville, donc y compris les cimetières, donc avec des vivaces, donc on ne plante plus de plantes annuelles. Donc ça, c'est un gros pas. Donc il y a deux aspects. Il y a quand même l'aspect esthétique qui était quand même dur à convaincre pour une partie de la population. C'est quand même, la floraison est quand même différente. Donc, notamment les personnes âgées, ils ont un petit peu plus de peine. Encore que ça a quand même relativement bien passé à la ville de Lausanne. Et puis après, il y a encore un aspect écologique et économique en même temps. Donc, écologique, c'est quand même pour moi un non-sens de planter des plantes et déplanter chaque année, enfin 2 fois par année ou 3 fois par année des plantes, en fait, que simplement avec un choix, on peut aménager des massifs de très bonne qualité esthétique. Et puis, il faut pas se cacher, il y a quand même un coût qui est quand même divisé au niveau des plantations. Ça, je peux bien m'imaginer. Mais c'est un autre type d'entretien que vous devez faire, parce qu'avant, finalement, c'était Oui, surtout changer les plantes 2 à 3 fois par année. oui, Et puis oui. maintenant, Alors, par contre, c'est vraiment un entretien des plantes. oui, c'est ça. Ouais. Alors, c'est clair que l'entretien, il est beaucoup plus durable en termes de vision à long terme. Encore que, ben, on a toujours quelques remplacements de plantes.
Après, durant la belle saison, les plantations, elles demandent enfin, elles demandent quand même du désherbage et elles demandent aussi un tout petit peu moins d'arrosage. Donc en fait, globalement, on s'y retrouve en termes d'entretien sur le long de l'année. C'est pas l'entretien en termes de temps, il est un petit peu diminué, mais encore que ça va. Mais le gain, il est surtout au niveau des achats et puis un petit peu de sens par rapport à planter et arracher des plantes 2 fois par année. Tout à fait. Et comment ça a affecté vos équipes, ce changement? On a eu très peu de réticences. On a eu quelques-unes réticences, mais c'était vraiment très peu. Donc, sur les 180 collaborateurs qui entretiennent les parcs, on a eu une, deux personnes qui se sont manifestées, mais le reste, était plutôt positif au changement. OK. Donc, ça c'est déjà pas mal. Une question qu'on se pose souvent aussi, qui a été posée aussi dans l'enquête tout à l'heure, c'est que on a souvent quand même un changement de personnel. Je ne sais pas si c'est le cas aussi auprès de la ville ou c'est plutôt le cas dans les entreprises, on va dire, qui travaillent dans le milieu privé, l'entretien de jardins privés, et que donc il y a souvent aussi un peu une perte de know-how parce qu'il faut former ces gens à l'entretien de ces milieux qui sont quand même euh, qui demandent peut-être un peu plus de savoir-faire derrière, parce qu'ils sont plus proches de la nature et que donc c'est pas seulement tondre le gazon, c'est pas seulement faire de la fauche, c'est aussi un peu comprendre un peu mieux comment le système fonctionne et que souvent on investit, on forme les gens, puis ils partent et puis on recommence dès le début. C'est quoi là-dessus votre expérience à la ville? Alors, d'après d'après ce que je vois, en tout cas, on a peu de changements. On a du changement, mais le renouvellement du personnel se fait de manière c'est, assez lente. Donc, on a de la chance que le savoir-faire est quand même transmis. Donc, ça, c'est quand même une bonne chose. Une autre chose aussi, c'est que on a du personnel qui est très, très sensible à la nature. Donc, le changement d'entretien se fait très bien parce que bah voilà, c'est quand même des milieux qui sont un petit peu plus, enfin, qui sont différents des parcs standards qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est vrai que entretenir une noue, bah on peut apercevoir, enfin, il faut aller délicatement et puis on a un peu plus de biodiversité dans les noues. Donc ça c'est quand même aussi intéressant. Tout à fait. Bah, c'est chouette de voir que au moins à l'intérieur de la ville, ce changement de personnel il soit moins un problème que dans le privé. Et puis, il y a une autre question. J'étais en train de voir dans les remarques que les gens ont posées. On a fait une enquête avant que vous soyez là, monsieur. Et une question, c'était aussi toute la thématique que l'entretien d'hiver, euh, donc salage ou autre, est beaucoup plus difficile si on a ce type d'infrastructure euh, pour la gestion. Après, c'est clair que si on parle des nous, c'est pas forcément là où on va les saler, mais vous parliez tout à l'heure, voilà, de surface perméable, pas forcément du béton perméable, mais voilà, peut-être du gravier sur lequel les choses poussent. Ben, finalement, sur les surfaces de passage, il faut quand même garantir un certain service hivernal, bien en sachant que peut-être dans 50 ans, on n'en aura plus besoin avec le réchauffement climatique. Mais actuellement, c'est quand même encore demandé. Ça pose quoi comme problème pour vous? Alors, alors c'est vrai que la ville de Lausanne, elle a quand même un très gros gap d'altitude entre le bord du lac et puis les hauts qui sont à 900-700 mètres. Donc, c'est vrai que la différence de neige entre le haut et le bas, elle change énormément. Donc, sur le bas de la ville, on a
très peu de neige. Et puis sur les hauts, c'est quand même un peu plus fréquent. Maintenant, sur les revêtements qui sont un petit peu perméables, c'est clair qu'on peut plus passer avec la lame comme on avait l'habitude pour enlever la neige. Donc ça, c'est plutôt manuel. Enfin, manuel où on privilégie certains tracés des gens. Donc, Je- ça limitait les surfaces parce que ça devient vite aussi une question de coût si vous dites que c'est manuel. C'est ça. Alors, si je peux aussi Très intervenir volontiers, oui. là-dessus. Donc, nous, en forêt, c'est des questions qu'on a souvent parce que de principe, on déneige pas en forêt. Et puis, on a maintenant enfin, les problématiques, les thématiques de mobilité active, de déplacement au plus droit. Des fois, c'est à travers des massifs forestiers, des parcs ou des choses comme ça. Et c'est clair que c'est pas de la voirie. Donc, l'entretien, plus on va verdir une ville, euh, plus on devra faire des concessions. Et probablement que actuellement le problème qu'on a, c'est que on veut continuer beaucoup de choses comme ça se faisait avant, c'est-à-dire venir avec la voiture en ville, des gros véhicules, se déplacer beaucoup tout le temps. Et au bout d'un moment, il faudra faire un choix. C'est-à-dire que si pour éviter des problèmes d'élus, comme il y a eu en Espagne, avec des trompes d'eau qui tombent, on ne sait pas quand, avec des dégâts importants, parce qu'on n'a pas de gestion des eaux, ou qu'on a de la peine à gérer les eaux, ou même pas forcément. À Lausanne, on a régulièrement des inondations à la gare, des choses comme ça. Donc on a déjà ces problématiques. Donc après, c'est urbanistiquement qu'il faut repenser une ville, mais c'est extrêmement compliqué. Parce que les villes, elles ont été construites sur des pages blanches. Et puis, plus ces villes sont anciennes, plus c'est compliqué de revoir l'urbanisme. Et encore plus dans une ville comme Lausanne qui a des contraintes géographiques très particulières. C'est tout sauf plat. Des règles urbanistiques compliquées, l'aménagement du territoire. Voilà, on a énormément de contraintes. Et finalement, ça va être, je pense, un gros défi de trancher au bout d'un moment. Est-ce que je veux que mes routes soient tout le temps déneigées? Est-ce que je veux que mes chemins soient tout le temps déneigés? C'est des choix qu'il faudra faire. Parce que faire tout comme avant, de toute façon, on ne pourra plus. Et puis juste améliorer l'infiltration des eaux dans le système actuel, c'est pas possible. Il faudra faire des concessions ailleurs, selon moi. Donc Ça, des je gens pense pas qu'on contents. on est tout à fait d'accord qu'il faudra trancher et qu'il faudra mettre des priorités. Euh, mais j'ai vu qu'il y a une personne de l'EPIA qui aimerait poser une question. Donc, je vous ai donné la permission d'ouvrir votre micro et je vous invite volontiers, Maha, à poser votre question. Bonjour, c'est plutôt commentaire. Du coup, je m'appelle Maha, je travaille à EPIA, je suis chercheuse et la team, bien sûr, m'intéresse beaucoup. Alors, je voudrais seulement dire au niveau de gestion, bien sûr, malheureusement, ça reste toujours ces conflits entre le milieu urbain, notre besoin, par exemple, toujours on a ces demandes d'avoir quelquefois un parc de voitures, plus d'avoir un arbre devant notre maison. On a aussi ces conflits avec, comme monsieur Nicolas, monsieur Monnier, il a dit, l'aménagement d'espace vert, c'est aussi quelque chose que il faut qu'il soit beau, il faut que ce soit toujours dans la ville qui reprend la demande de gens. Pour ça, en fait, il y a certaines fonctions, c'est très difficile à discuter, comme par exemple s'aligner ou relever ou l'histoire du neige, et cetera. Pour ça, on incite en fait autres à développer un solution qui adapte le milieu urbain aussi. Et encore une fois, c'est c'est vraiment lié avec comment l'installation d'espaces verts pourrait, avec les limitations d'espace, qui est ici évident. C'est hors de question. C'est sur le milieu rural, il est plus large et
être plus vert comparé avec un milieu urbain. Mais dans ces cas-là, il faut adapter les deux situations, c'est ça le conflit, les difficultés en fait, voilà, il faut avec limite espace, il y a un sol qui filtre l'eau. Il ne faut pas oublier le problème de contamination, le salinisation qui ont déjà parlé avec neige, mais alors la création de ce milieu-là, il faut qu'il soit adapté avec notre besoin en considérant la conductivité. Et encore une fois, je retourne vers Monsieur Mathieu, son exemple. Je construis mon maison. C'est vrai. Après, maintenant, on a le milieu urbain. Maintenant, on s'y est adapté aussi par exemple avec petits gestes comme les toitures végétalisées, le parc, le fosse d'arbres, le compte d'activité, chercher une place qu'on peut dire, voilà, on peut décider ici, faire un niveau installation d'espace vert qui soit plus profitable. Mais encore une fois, comme je dis, ça veut dire plus fonction. Ça veut dire maximiser les fonctions possibles qu'on peut avoir avec cet espace vert. Dans ces cas-là, on va choisir, par exemple, qu'est-ce qu'on donne le nom hotspot urbain, où il y a un maximum de l'eau qui arrive, on a moins de conflits avec d'autres demandes urbaines, et ici l'installation qui va être faite. Et tous ces démarches, malheureusement, du côté, il est très compliqué parce que ça demande beaucoup de communication, et merci l'UVSA pour faire tous ces travaux-là. Ça demande énormément de communication entre tous les partenaires, l'urbanisme, les sciences du sol, les scientifiques, la demande sociale, la demande aussi de la ville elle-même. Et encore une fois, même avec toutes ces gestions, c'est très difficile d'éviter un externe événement, comme qu'est-ce qu'on a vu en Espagne. Alors, avec toutes ces adaptations, l'idée est vraiment maximiser la plus possible la bénéfice de ces espaces verts, qu'est-ce qu'on a déjà dans la ville, et essayer d'éviter, parce que qu'est-ce qu'on a dans la ville, il peut aussi dégrader si on ne fait pas un management, chaque observation, on peut dire, etc. Et encore une fois, c'est quelque chose de très difficile à tenir. Et pour ça, notre discussion aujourd'hui, à mon avis, ou votre webinaire aujourd'hui, parce que en fait, la solution n'est pas facile que ça, mais dans le même temps, ces gestions de l'eau pluviale ou c'est la recherche de ville éponge, il va être plus facile si on adapte avec niveau quartier qui l'annonce, c'est vrai, Oui. ou on cherche dans la ville elle-même. Maintenant, qu'est-ce que c'est une façon d'observation de mon point de vue. Est-ce qu'il y a un milieu qui peut l'améliorer sans fonction ou non, sans vraiment, en évitant le conflit avec le milieu urbain. Encore une fois, il y a des choses, c'est très difficile à éviter. C'est ça mon point. Merci. Désolée. Ok. Merci, madame, pour votre partage de points de vue. Ce que je reprends, et j'aimerais avec ce thème-là un peu arriver à une fin de cette discussion. Vous avez dit tout à l'heure, ben voilà, madame, elle a dit maximiser les, les, les utilités de ces éléments. Et on parlait tout au début avec Monsieur Détra de dire, ben finalement, c'est une question de quels sont les besoins sociétaux qu'on a. Et je pense que on ne doit pas avoir seulement des besoins sociétaux qu'il faut considérer pour en définir en fonction de cela aussi la gestion. Et donc, j'aimerais vous donner encore une fois la parole, Monsieur Détra, Monsieur Monnet, en vous posant la question quels sont peut-être les besoins que, selon vous, on devrait considérer en futur dans le milieu urbain? Et si vous pouviez mettre des priorités, on va dire, parce que finalement, il y aura énormément de besoins et on ne pourra pas remplir tous, quels seraient on va dire, les trois besoins prioritaires que vous définirez comme les plus importants pour une gestion future? Qui commence? Je commence alors. Pour moi, je pense que le premier enjeu, ça sera garder la qualité de vie
des habitants, en fait, au milieu urbain. Dans plein de pays, on a encore de l'exode rural avec des gens qui viennent habiter en ville. En Suisse, c'est plutôt, on continue à vouloir, enfin voilà, on sort de la ville, on va vivre en campagne si on peut construire, si on peut devenir propriétaire ou en périphérie, parce que les villes sont pleines. On n'est pas tous, pour l'instant, très fans du milieu urbain. Par exemple, moi, je pourrais pas vivre en ville, par exemple. Je préfère vivre dans ma campagne, je suis bien. Donc, mais avec tous les enjeux qu'on a, climat, pollution, stress, plein de choses, je pense que l'aménagement a vraiment beaucoup de travail pour garantir une qualité de vie aux habitants urbains. Donc, ça va passer par, évidemment, reverdir les villes le plus possible, limiter un maximum les perturbations du trafic, donc revoir totalement le trafic urbain à terme. Et puis là, je pense qu'on a déjà beaucoup de choses. Ensuite viendra tous les enjeux liés à l'énergie, c'est-à-dire qu'une ville, c'est tout sauf un organisme autonome, donc qui est extrêmement dépendant des campagnes et autres pour s'alimenter en ressources. Donc le troisième point, ça sera continuer à alimenter les villes en eau et en nourriture. Merci, Monsieur Détra. Et puis, Monsieur Monnier, peut-être que je peux vous poser la question aussi légèrement autrement. Quels seraient peut-être les trois besoins auxquels vous vous attendez le plus et pour lesquels vous devriez vous préparer, vous et vos équipes d'entretien à la ville pour faire face à ces changements futurs? Nous, pour les entretiens, pour moi, verdir les villes, c'est quelque chose qui est important. Donc, ça évite aussi les îlots de chaleur. Ça, c'est quand même pour moi quelque chose qui peut être problématique. Après, on est quand même aussi pas mal sujet en lien avec la chaleur au changement. Donc maintenant, on plante quand même des essences qui sont dites méditerranéennes. Donc, pour les espaces verts, ça, c'est quand même des choses qui nous préoccupent. Donc, par rapport à ça, c'est les points qui sont essentiels. Donc, y compris l'eau. Donc, avec ces événements qui sont toujours un peu plus imprévisibles et plus conséquents. Donc, des orages, etc. Donc, qui méritent une gestion plus importante. Donc, je pense que c'est lié aussi au verdissement et à la perméabilisation des sols. Merci beaucoup pour cet entretien et pour vos visions. J'aimerais passer la parole à Stefan Stevanovic. Ich werde auf Deutsch wechseln, auch Frau Neversil ein bisschen zu entlasten, die jetzt lange übersetzen musste. Stefan wird Voilà, je vais donc passer la parole à Stéphane. Il va faire une brève introduction, malgré tout, de la présentation d'Axel Heinrich. Et je dispose déjà de la présentation en allemand. Je vais donc la mettre sur le site du webinaire spongecity.info. Vous pourrez donc immédiatement regarder cette présentation en allemand. Et nous allons également mettre à disposition la version française dans les prochains jours. Cependant, Stéphane va faire une brève introduction concernant cette vidéo. Exactement, oui, merci. Je vous souhaite également une cordiale bienvenue. Je m'excuse aussi de notre part pour ces problèmes techniques. C'est toujours un peu difficile si on veut organiser ce genre de webinaire en live. Il commence gentiment à faire nuit, donc je pense que cela ne vous dérangera pas de partir un peu plus tôt ce soir. J'aurais aimé vous présenter Axel Heinrich en personne, cependant il était empêché aujourd'hui. Axel Heinrich travaille chez nous. Il est responsable de l'utilisation des mélanges d'espèces de plantes pour différentes villes, pour les différentes
les différents bassins d'infiltration ou autres projets de ville-éponge. Un de ces bassins de rétention mis en place relativement tôt, c'est celui de la Turbinenplatz à Zurich. C'est une grande place de la ville qui a été complètement réaménagée. À l'époque, c'était plutôt une zone industrielle. Aujourd'hui, c'est plutôt un lieu de rencontre, un lieu où les gens peuvent passer du temps, par exemple pendant la pause de midi, après le travail. Et donc, c'est une place très importante pour la ville de Zurich, qui est donc importante aussi pour l'ensemble de l'entourage, de l'environnement. Il y a deux installations d'infiltration. Il y a donc des formes d'infiltration très fonctionnelles. Ce sont là aussi des plantes, des herbacées qui durent plusieurs années à enracinement qui nous permet une fonction de nettoyage et qui garantissent une bonne perméabilité du sol. Alors, ce n'est pas seulement grâce au mélange de plantes effectué par Axel Heinrich, mais c'est aussi lié au substrat. Il s'agit d'un substrat sandwich. Alors, il faut s'imaginer de la manière suivante. On a une zone, une surface de sol plutôt perméable en surface et ensuite différentes couches qui se situent en dessous. Alors, c'est Axel qui va vous l'expliquer en détail dans sa vidéo que vous pourrez regarder sur le site directement. Vous aurez donc le lien pour cliquer sur cette vidéo. Nous allons également la mettre à disposition avec une traduction vers le français. Donc, regardez cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez me contacter moi ou Axel directement. Nous allons répondre à vos questions directement sur le site ou aussi lors du prochain webinaire. Voilà, Sylvia, je pense que tu as encore d'autres informations à partager avec nous. Le 5 décembre, il y a un webinaire sur la qualité des eaux pluviales. Nous aurons donc là aussi un exposé spécialisé de notre plateforme de qualité des eaux, exposé en français. Et ensuite, ce seront Katharina Schultes et Philippe Beutler qui vont nous parler des exemples pratiques concernant la gestion des eaux pluviales, ressources ou eaux polluées, quelle est l'influence sur les projets de ville-éponge. Ils vont donc partager leurs expériences en la matière. Ce serait un plaisir de vous accueillir à nouveau pour approfondir ce sujet important. Et n'hésitez pas à en parler aussi dans votre réseau de ces webinaires sur les eaux pluviales et leur qualité. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à ce webinaire.